Bon matin tout le monde. Wow, quelle salle. En fait, je pense que j'aurais besoin de quelqu'un pour rezoner la partie en avant, là. Et de toute évidence, c'est une des 5 personnes qui est là qui m'a apporté la pomme. Oui. Ben pour les gens de l'hôtel, probablement que c'est la première fois qu'ils ont autant de monde dans une salle, parce qu'autrement, on se doute que ces chaises-là auraient été à l'arrière. Parce que vous avez toutes pris les plus confortables, elles ont l'air un petit peu plus rigides. Pour ceux qui sont là, je vais essayer de vous détendre, vous allez en avoir pour votre argent. On va vous mettre aussi confortable que ceux qui sont en arrière. Alors, on m'a demandé de parler du greffe numérique, qui pourrait être le vôtre, qui pourrait être celui des arpenteurs géomètres. Je veux simplement vous donner un petit peu de contexte, d'où je proviens et pourquoi je suis ici à vous parler du greffe numérique. J'ai commencé ma pratique dans un gros cabinet d'avocats au centre-ville de Montréal et les avocats et les technologies sont à peu près à l'opposé du spectre. J'étais dans la première génération d'avocats qui comprenaient ou qui parlaient informatique. Et donc, je me suis impliqué au sein du barreau pour essayer de les aider à informatiser la pratique. Et pour ceux parmi vous qui flairent avec les avocats, vous voyez à quel point ce fut un échec monumental. En tout cas, j'essaye encore, année après année, d'amener mes confrères et mes consoeurs à adopter la technologie, mais c'est plus difficile qu'avec d'autres ordres. Par la suite, je suis passé chez Bell Canada et par la suite, j'ai démarré une entreprise dans le domaine de la gestion de l'information. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à travailler avec divers ordres professionnels pour essayer de définir un cadre. Comment est-ce que les professionnels du 21e siècle peuvent pratiquer en adoptant les technologies comme ils le font au quotidien à la maison? Parce qu'on s'en aperçoit, il y a un décalage à la maison. Les gens ont leur iPad, leur ordinateur, leur iPhone, leur BlackBerry, et ils font à peu près ce qu'ils veulent et à peu près tout à l'aide de l'informatique. Alors que quand on se transpose dans le domaine professionnel, ben là, on retourne en arrière, dis-je, d'une dizaine d'années. Voire plus pour certains. J'étais chez un avocat il y a à peu près une semaine qui avait encore une dactylo. Qui dans la salle a une dactylo? Bon, je vous comprends de ne pas lever la main, là. Mais ceci étant dit, des bonnes vieilles dactylos, ça se vend très cher sur eBay actuellement. Mais si vous avez une dactylo, peut-être je vous expliquerai c'est quoi eBay lors de la pause. Vous êtes vraiment un bon public ce matin. Je dois vous dire, j'ai très peu dormi. Puis je me suis dit, bon, je vais lancer quelques blagues au début. Normalement, c'est ma stratégie pour me mettre à l'aise au podium. C'est pas nécessairement pour vous faire rire, là. C'est juste qu'avant de me lancer dans le vif du sujet, j'aime ça me mettre à l'aise avec la salle. Donc, merci beaucoup pour votre support dans cet effort. Donc, j'aide les professionnels depuis plusieurs années à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'aide de l'informatique. Et une des limites qu'on me ressasse sans cesse, et oui, ce sont mes confrères et consoeurs qui le font, c'est « non, les lois ne nous permettent pas de faire ça. Non, ce serait illégal. » Parce que les avocats sont sous l'impression que le bon vieux contrat papier avec une signature manuscrite et donc tous les autres documents en format papier avec une écriture dessus a une valeur plus importante. Bon, là, ici, on est entre arpenteurs, géomètres là, et avocats. On va s'entendre, c'est pas vrai. En fait, non seulement c'est pas vrai, on a eu un exemple assez éclairant, je dirais, et grand public de surcroît, il y a une couple d'années. Qui a écouté avec autant de passion et d'affection que moi la commission Bastarache? Oh my God, bon. OK. Normalement, quand c'est des avocats, il y a plein de monde qui lève la main. Là, il y a personne. Dans cette histoire-là, tu sais, où il y avait de l'argent qui s'était donné à du monde, pas légalement nécessairement, un petit peu pas clean, en tout cas, c'était à peu près ça l'idée de la commission, il y a eu de la preuve qui a été présentée devant le commissaire. Et un des témoins qui était là, c'était Maître Bellemare. Qui connaît Maître Bellemare? Ah, mais là, tout le monde connaît Maître Bellemare, vous connaissez pas la commission. Bon, en tout cas. Vous allez pouvoir la regarder en rediffusion. Là, elle est encore toute sur Internet. Ça a été enregistré. C'est super le fun. Vous streamez ça là, un vendredi soir au lieu d'écouter un film là, avec conjoint-conjointe. C'est... Donc, Maître Bellemare se présente un jour et il est en train de mettre en preuve le fait qu'il a rencontré le premier ministre pour faire nommer des juges. Bon, on connaît le reste de l'histoire et les gens ne le croient pas. Et là, il dit, ben là, regardez, je vais vous le prouver, là, je vais vous montrer un bout de papier que j'ai noté dessus que j'avais rencontré telle personne à tel jour, telle heure. Et là, il arrive avec son bout de papier
Et là, on se dit, ben voyons, il a gribouillé ça avant hier soir, à la veille de son témoignage, ça tient pas de bout. On va demander à un professionnel, à un calligraphe, de se pencher là-dessus pour nous dire, est-ce que cet écrit-là a été constitué de façon contemporaine à ce qu'il nous dit? Donc, il nous dit que ça a eu lieu, puis là, je me souviens plus, mettons, il y a 3 ans. Est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, on demande à un calligraphe de se pencher sur le document, et là, 2 semaines plus tard, quelques milliers d'honoraires plus tard aussi sans doute, il revient et nous dit, bon, alors, je commence par la bonne ou la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, bien, la mauvaise nouvelle, c'est que il y a 2 types d'encre et un des 2 types d'encre, on n'est pas capable de la dater. La bonne nouvelle maintenant, bien, la bonne nouvelle, c'est que le 2e type d'encre, on est capable de la dater. Par contre, il n'y en a pas suffisamment sur ce bout de papier-là. Donc, de la force et de la valeur juridique d'un document écrit à la main. Là, on l'a vu de plein fouet. Et là, coup de théâtre, quelques semaines plus tard, la conjointe de Maître Bellemare, qui va être d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, probablement la future bâtonnière du Québec, se présente avec une disquette. Là, je vais vous montrer, j'ai une image plus tard là, où on a cette disquette-là. Là. Ça, c'est une disquette comme vous vous souvenez même plus que ça existe. Là. Tu sais, celle qui était molle, puis grosse, puis qu'on rentrait dans une affaire, puis qu'on rebarrait. Une disquette de même. Mais là, ça, c'est il y a une couple d'années. Là. Évidemment, des disquettes comme ça, quand j'ai vu ça apparaître, j'ai pouffé de rire, puis je me suis dit, à part des gens au gouvernement, il n'y a plus personne qui a un ordinateur qui est capable de lire ça. Ben, il y a peut-être vous, monsieur, avec la dactylo, là. Donc, première étape, le premier problème qu'on voit, c'est comment est-ce qu'on va lire ce support physique-là, cette disquette-là, sans avoir un lecteur qui permet de le faire. Et là, la deuxième étape à laquelle moi je pense, c'est, ben même si on trouve le lecteur, est-ce qu'on va vraiment avoir le logiciel d'agenda, parce que c'était son calendrier électronique de l'époque, est-ce qu'on va avoir encore la bonne version du bon logiciel pour lire le contenu de cet agenda-là? Et si jamais c'est le cas, est-ce qu'on va être capable de prouver que ça a été fait de façon contemporaine ou est-ce qu'il n'y a pas encore son vieil ordinateur puis il a mis ça sur la disquette hier soir? Ben, on a payé un enquêteur informatique et puis le surlendemain, il est revenu avec un rapport en disant « Il ne fait pas l'ombre d'un doute que ce document-là a été généré à la date où il l'a dit, mais plus que ça, je peux même vous dire que depuis cette date-là, le document n'a pas été altéré. » Pour moi, ça a été la démonstration de la force du document technologique par rapport au document papier. Il y a une capacité à l'aide du document technologique d'avoir un historique, d'avoir, dans certains cas, une non-altérabilité, et on va en parler tout à l'heure, qui donne une valeur juridique qui est beaucoup plus grande que ce que l'on peut espérer aller chercher avec un document papier. Oui, même si vous mettez un beau petit sceau engravé et tout ça, là, vous allez voir, quand vous allez sortir d'ici, vous allez être convaincu que le papier que vous utilisez, c'est inutile. En plus, ça tue des arbres, c'est bien méchant, pollution. Alors que les documents technologiques que je vous invite à adopter au complet, eux sont très malléables, réutilisables, et vous allez voir, je vais vous montrer des petits trucs aussi, ça devient beaucoup plus simple de faire des copies, même des copies conformes, même des copies certifiées, vous allez voir, ça se fait en un tour de main. Et pour y arriver, ben ça ne demande pas grand-chose. On va parler un peu du cadre juridique qui s'applique à vous, et vous allez remarquer que dans vos lois, dans votre réglementation, il n'y a pas grand-chose qui vous empêche d'être l'ordre professionnel le plus progressiste. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai révisé les lois et règlements d'à peu près tous les ordres au Québec. Et dans la majeure partie des cas, il y a toujours un mot qui me turlupine qui apparaît, c'est le mot « papier ». Dans vos lois et règlements, il n'y a pas de mention de papier formel. Il y a des références, puis on va en parler, là, mais que j'interprète de façon libre et libérale, vous allez voir, et qui nous permettent de progresser beaucoup plus rapidement. Donc, je pense que les arpenteurs géomètres pourraient être à la tête des ordres professionnels dans le domaine de l'adoption des technologies, et c'est ce que j'espère vous inviter à faire dans le cadre de la journée. Donc, agenda d'abord.
on va s'intéresser, puis là, excusez-moi, je suis avocat, j'ai pas le choix de mettre la table, puis quand on met la table comme avocat, on parle de la loi, des règlements. Fait que la première partie va être un petit peu plus aride et plate. Vous allez voir, il y a plein de textes dans les slides, ce que je déteste faire, mais vulgariser des articles de loi avec des photos, c'est pas très aisé. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que je me suis couché très tard hier pour essayer de trouver des photos qui illustraient, là, mais pour ceux parmi vous qui ont déjà lu votre réglementation et votre législation, là, c'est très difficile d'être inspiré. Donc, une fois qu'on va avoir défini le cadre juridique de l'arpenteur géomètre, on va s'intéresser maintenant au cadre juridique des technologies de l'information. Donc là, il faut sortir de notre nombril, on ne parle plus des arpenteurs géomètres, on parle de l'ensemble de la société québécoise. Et si je peux me le permettre, je vais même vous sortir du Québec pour peut-être vous amener voyager au Canada ou dans des contrées lointaines où vous n'avez pas le droit d'arpenter. Et pour définir quel est le cadre juridique qui s'applique à l'heure actuelle pratiquement au niveau mondial. Il y a des lois qui sont entrées en vigueur un petit peu partout et je vais essayer de contextualiser où on en est au Québec versus le reste du globe. Évidemment, quand on parle du cadre juridique des technologies, on va s'intéresser à des mots-clés que vous connaissez probablement déjà, la notion d'acte authentique. Comme officier public, vous générez des actes authentiques. La notion d'original, la notion de copie, copie conforme, copie certifiée. Et par la suite, on va s'intéresser à la gestion documentaire. La gestion documentaire de façon générale, mais en application du cadre juridique dont on va avoir discuté un petit peu plus tôt. Et dans le contexte de la gestion documentaire, on n'aura pas le choix de s'intéresser au cycle de vie des documents, donc de leur création jusqu'à leur destruction, en passant par leur certification, leur copie, leur communication, leur transfert, leur archivage, leur sauvegarde, etc. Donc, on va regarder un paquet de concepts. Et ce que je vais tenter de faire en vous en parlant, c'est vous exposer les technologies, les outils, les méthodologies qui vont vous permettre d'utiliser le document technologique de façon conforme à la législation, à la réglementation qui vous incombe. On n'aura pas le choix de s'intéresser à la signature électronique. Et là, je vais vous sortir un peu de la zone de confort ou de ce que vous visualisez comme étant une signature électronique. La famille des signatures électroniques est très grande et je vais vous aider à identifier quel type de signature électronique est requise dans quelles circonstances et qu'est-ce que peut faire une signature électronique, parce qu'elle peut faire pas mal plus que simplement mettre un nom sur un document électronique. Elle peut servir à sceller, elle peut servir à certifier. Donc, il y a un paquet d'autres choses qu'elle peut faire, maintenir l'intégrité des documents et on va aborder ces capacités-là de la signature électronique. Donc, je vous l'ai dit, je vais vous parler des technologies afférentes, même vous donner des pistes peut-être de technologies que vous n'avez pas encore utilisées, mais qui sont très accessibles, qui vous permettraient d'informatiser votre pratique de façon beaucoup plus efficace et de ne pas vous poser de questions quant à la validité ultérieure des actes que vous pourrez générer en format électronique. Et là, la dernière partie qui va teinter l'ensemble de mon propos, la documentation requise. Bon, les lois, les réglementations sont rédigées par les avocats. Les avocats, ils aiment beaucoup ça, les écrits. Et donc, quand on veut être conforme à quelque chose au Québec, mais aussi ailleurs, il faut documenter ce que l'on fait. Donc, vous allez m'entendre répéter ad nauseam, documenter. Qu'est-ce que ça veut dire documenter en termes simples? Ça veut dire avoir des politiques et des procédures qui sont claires, qui sont écrites. Puis ça n'a pas besoin d'être complexe, d'être des documents de 30 pages là, qui vont dormir puis que personne dans vos organisations vont lire. Ça peut être des documents d'une page, mais qui sont très clairs, très directifs. Et dans le cadre des processus que vous allez mettre en place, documenter aussi ce qui est fait. Donc, il y a la documentation en amont qui est comment est-ce qu'on doit faire les choses, et il y a la documentation qui est générée dans le cadre de vos activités, que vous générez déjà en bonne partie, mais qui parfois, à l'aune des technologies, va devoir être modifiée un peu. Il y a certaines autres informations que vous allez devoir commencer à colliger, que vous ne colligiez pas à l'heure actuelle. Mais bonne nouvelle, il y a aussi de l'information qu'actuellement vous colligez manuellement, qui pourrait l'être automatiquement grâce aux technologies. Donc, un autre des avantages que je veux vous convier aujourd'hui, c'est les gains d'efficacité, de productivité que vous allez aller chercher avec la gestion électronique des documents. Donc, s'il n'y a personne qui a de questions, on va commencer. En fait, je vous le dis à la blague, là, puis vous allez voir, je parle en inspirant, en expirant. C'est surtout pas pour vous empêcher de poser des questions ou faire des commentaires, là. C'est un sujet duquel je pourrais parler entre 15 minutes puis 15 heures.
Donc, n'hésitez pas à lever la main ou même juste m'interpeller. Les tomates, gardez-les pour vous. Mais, encore une fois, invitation, posez des questions, faites des commentaires. C'est pour ça que je suis là. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, et là, je vous garantis, si vous êtes tous d'accord avec moi, il y a un sérieux problème parce qu'un des exercices auxquels je me prête fréquemment, c'est étirer la loi, la faire rentrer dans le monde dans lequel on vit. Parce que la loi est ancrée souvent dans le passé et rédigée il y a très longtemps. Et si on se fie à la loi, ben on se promènera encore en charrue dehors. D'ailleurs, on a abrogé la loi sur les abeilles il y a seulement quelques années. Je veux faire évoluer la loi à l'aune des technologies. Autrement, on va se retrouver dans une société injuste parce que la loi ne sera plus à l'égal de la technologie. Donc, lançons-nous sans plus attendre dans le cadre juridique de l'arpenteur géomètre. Et là, j'ai fait une revue complète de vos lois et réglementations et j'ai essayé d'en extirper les éléments qui avaient un impact sur l'usage des technologies dans votre pratique et sur l'objectif visé d'avoir un greffe numérique. Donc d'abord, loi d'importance, la loi sur les arpenteurs géomètres. On voit dans l'ensemble de votre législation et de votre réglementation que à peu près tout tourne autour de la signature de divers types d'actes. Là, ici, à l'article 1, on parle du procès-verbal. Et là, on a déjà une première limite. Alors que moi, si on me parle de signature, j'ai pas de problème avec ça. Si on me parle de procès-verbal, pas de problème avec ça, que ce soit en format électronique. Là, on nous écrit « devant lui ». Là, je me suis dit « bon, my God ». On commence dans la première loi, on n'a même pas touché au règlement encore, puis on a une première embûche devant lui, dans le monde électronique. Comment on fait ça? Je vais vous expliquer un petit peu plus tard, évidemment, dans le monde électronique, devant lui, on peut le faire, puis je vais vous montrer des outils. Mais plus que ça, je vous dirais, devant lui, à l'ère des technologies et grâce à la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, peut aussi vouloir dire devant lui, mais loin. Par exemple, par l'entremise d'une webcam, par l'entremise d'une salle virtuelle où on verrait l'autre personne à travers les internets et qu'on pourrait évidemment, je présume d'un élément, c'est qu'on soit à même d'authentifier, d'identifier la personne avec laquelle on transige, mais il y a des mécanismes qui existent déjà dans la loi concernant le cadre et qui nous permettent de se faire. Donc, le fait qu'on dise devant lui n'exige même plus une présence physique. C'est probablement plus simple pour un paquet de raisons qu'il y ait une présence physique dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça peut être utile que la personne puisse être à distance et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut y arriver. Donc, autre élément qu'on retrouve à la section suivante, la signature de toute partie, un procès-verbal de bornage peut être donné en présence d'un autre arpenteur, même logique, on pourra avoir une présence distante. Et au paragraphe 3, si les parties ou leurs représentants ne sont pas présents, ben on a quand même des opportunités, mais s'ils ne sont pas présents, la technologie n'est pas vraiment nécessaire. Elle n'est pas vraiment nécessaire, mais je lance une question ici. Si la personne est présente, est-ce qu'elle doit l'être dans le moment présent? Pourquoi est-ce que je vous pose la question? Parce qu'avec l'avènement des technologies, je pourrais très bien voir un environnement dans lequel, bon, moi j'habite à Timbuktu et je dois signer avec vous un acte alors que vous êtes ici, il y a un décalage horaire, nos horaires ne donnent pas parce qu'on est des gens très occupés. Qu'est-ce qui m'empêcherait de m'enregistrer par vidéo alors que j'appose ma signature sur l'acte électronique qu'on a déposé dans un environnement virtuel partagé que les juristes appellent deal room, mais bon, il y en a une déclinaison, dans la mesure où on s'assurait de l'authenticité de l'acte et de l'authentification de la personne. Et ça, les technologies sont merveilleuses pour ça. Vous allez m'entendre le dire dans le cadre de la journée. C'est la petite machine que j'ai devant moi, là, je l'appelle affectueusement Big Brother. Parce que Big Brother, puis là, avec les nouvelles qu'on a eues dernièrement, là, Snowden, la NSC, vous savez, on est tous surveillés en temps réel. Et quand on essaie de se cacher puis de chiffrer nos contenus, bien, vu qu'ils emmagasinent tout, ils vont être capables de le déchiffrer dans quelques mois. Donc, morale de l'histoire, on est capable de tout journaliser. On est capable d'enregistrer tout ce qui se passe en temps réel. Et donc, si j'étais à Timbuktu, que je me loguais sur une plateforme web où vous avez déposé un acte, on pourrait me filmer alors que j'appose ma signature sur l'acte
et l'acte pourrait être dès lors scellé et authentifié et lié à ma personne à l'aide d'un nom d'usager, un mot de passe. Première question, j'aime ça. Mais comment se fait la lecture de l'acte? Comment se fait la lecture de l'acte? Très, très, très intéressante question. En fait, je pense que l'acte pourrait être lu de la même façon, c'est-à-dire par enregistrement préalable. Et une des choses que j'aime dans un contexte comme celui-là, puis là, je tiens à dire que j'ai stretché au maximum l'aspect présence physique. Là. Je pense qu'il y a un paquet de raisons pour lesquelles on peut vouloir faire la lecture de l'acte en personne, parce que ça permet de poser des questions, etc. Mais la lecture de l'acte est temporaire, c'est-à-dire qu'on est là, puis on entend ce qui est dit, puis après ça, il n'y a pas de trace de ce qui a été dit lors de la lecture de l'acte. Or, si cette lecture-là est faite et qu'elle est capturée, enregistrée, on a même une preuve dans le temps de ce qui a été dit. Et là, je pense que ce qu'il faut faire, c'est essayer de revoir la dématérialisation ou le monde dans lequel on vit, où la pratique asynchrone a été adoptée par tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par pratique asynchrone? À une autre étape de l'évolution sociale, quand on voulait rencontrer quelqu'un, on n'avait pas le choix, ou parler à quelqu'un, on n'avait pas le choix de se rendre physiquement puis d'avoir une discussion. Là, à un moment donné, on a inventé d'autres médiums qui nous permettaient d'envoyer une lettre, par exemple. Et là, la lettre, elle en disait très long parce qu'on s'écrivait une fois par mois, et là, l'autre nous répondait 2 semaines plus tard. Et là, tout à coup, on s'est mis à utiliser le courriel, et là, maintenant, même des chats, où c'est pratiquement en temps réel qu'il y a un échange. Mais de la même façon, la communication ayant évolué, je pense que la lecture de l'acte elle-même pourrait évoluer. Donc, le professionnel pourrait faire lecture de l'acte, mais tolérer qu'il y ait un caractère asynchrone, c'est-à-dire que moi, mettons que j'écoute l'enregistrement le lendemain, en me levant à Timbuktu, bien que j'ai l'opportunité, malgré tout, de poser des questions quant à l'acte ou d'interagir avec vous comme je l'aurais fait si j'avais été présent physiquement au même moment. Encore une fois, là, on est en train de se projeter dans le futur. Je pense qu'à plus brève échéance, ce qu'on peut regarder, c'est d'abord d'aller générer des actes en format électronique et ensuite, pour tout l'aspect présence physique, peut-être qu'on pourra y penser un petit peu plus tard, mais l'idée ici, c'est vraiment de vous ouvrir l'esprit sur les opportunités qui existent.